tous, bon retour sur ma chaîne ou bienvenue selon votre cas. Aujourd'hui, je vais vous parler des transmissions ciblées. En 1982, Susan Lamp et sa collègue Hitchcock, professeurs en soins infirmiers à l'université de Minneapolis, ont présenté lors de la 7e conférence de l'ANADI, l'Association nord-américaine des diagnostics infirmiers, un nouveau système, le Focus Charting, pour rédiger les dossiers de soins. Ce système a été élaboré en réponse aux faiblesses des transmissions écrites infirmières narratives et afin de faire apparaître le rôle propre infirmier déficitaire dans les analyses de dossiers de soins infirmiers américaines. Et ce n'est pas seulement le cas, ce n'était pas seulement le cas chez les infirmières américaines, mais aussi chez les infirmiers français. En France, c'est Cécile Boisvert, infirmière, titulaire d'une maîtrise en sciences infirmières à Washington DC et formatrice au GRIEPS, le groupe de recherche et d'intervention pour l'éducation permanente des professionnels de la santé, qui a introduit en 1986 cette nouvelle méthode de rédaction des transmissions infirmières. Voyons d'abord la définition des transmissions ciblées. Les transmissions ciblées sont une méthode pour organiser les transmissions écrites et orales, centrées sur l'usager plutôt que sur la maladie, et afin de comprendre rapidement la situation du patient et les soins nécessaires à dispenser. Donc elles répondent à la fois aux exigences professionnelles et légales en matière de personnalisation des soins, mais aussi au confort des soignants en matière de gain de temps. Donc, cette méthode est conforme au schéma de processus de soins, données, actions et résultats. Alors, quel est l'intérêt de cette méthode? D'abord, cette méthode est le support du raisonnement clinique. C'est le résultat d'une démarche collective qui amène à l'utilisation d'un langage commun reconnu par l'ensemble de l'équipe et de la profession. En effet, toute transmission infirmière découle d'un raisonnement clinique. C'est un point qu'il est important de mettre en avant de manière à établir entre les informations recueillies au niveau d'un patient la pensée infirmière qui va émettre un certain nombre d'hypothèses cliniques et les interventions qui vont en découler. Le raisonnement clinique est une opération mentale complexe qui s'exerce tout au long de la démarche de résolution de problèmes appliquée aux soins infirmiers. Donc ce raisonnement ne se voit pas directement, mais il doit être rendu visible dans le dossier en traduisant les décisions de soins par des actions infirmières. À la lecture du dossier infirmier, le lecteur doit pouvoir retrouver la justification de chaque intervention. Toute modification d'intervention doit également apparaître. Et la visibilité des soins infirmiers dépend de la cohérence interne du contenu du dossier. Pour être lisible, le langage utilisé dans le dossier de soins doit être le plus possible normalisé, issu des pratiques infirmières et reconnu par l'ensemble de la communauté infirmière, donc un langage commun. Ce langage permet à l'infirmier de nommer les phénomènes qu'il traite, la manière dont il les traite et d'évaluer les résultats. Donc le langage commun, ce sont les classifications que l'on retrouve dans les diagnostics infirmiers, ceux de l'ANADI en l'occurrence, comme l'exprime dans ma langue de l'University of Pennsylvania School of Nursing, pour rendre les soins infirmiers visibles. Si nous ne savons pas les nommer, nous ne pouvons pas les financer, les enseigner, ni les intégrer dans les politiques de santé. Donc la façon dont l'infirmier retranscrit les informations recueillies et les actions menées a un impact direct sur sa reconnaissance en tant que professionnel de santé avec les compétences qui lui sont propres. C'est pour cela qu'il y a un lien très fort entre les transmissions ciblées, les diagnostics infirmiers, la gestion prévisionnelle des soins, les résumés de soins infirmiers et les CIPS, l'étude de la charge en soins. Donc, autre intérêt de la méthode, c'est une clarté et une lisibilité de l'activité en permettant de repérer en peu de temps les éléments survenus pendant l'hospitalisation ou la prise en soins, ainsi que les réactions de la personne et les actions entreprises et leurs effets. Mais cela permet aussi un gain de temps et une saisie rapide de l'information.
Aussi, l'utilisation des transmissions ciblées nécessite donc une appropriation d'un vocabulaire spécifique et professionnel basé sur une réflexion clinique consciente. Alors, quels sont les objectifs des transmissions ciblées? Tout d'abord, je vais prendre l'exemple des transmissions narratives. Généralement, ce sont des transmissions qui sont mal organisées. Il faut lire tout le récit pour trouver les informations utiles. Et c'est un récit où il y a souvent une répétition de certaines informations par les utilisateurs du dossier de soins, une approximation même des informations, d'où une perte de lisibilité de ces transmissions. Et certaines transmissions, notamment toutes les transmissions à caractère social ou psychologique, qui sont du rôle propre des infirmiers, ne sont pas retranscrites. D'où une perte d'informations importante pour l'organisation générale du séjour patient. Donc, les objectifs de la méthode des transmissions ciblées sont de faire apparaître le processus de soins en structurant les informations par la mise en lien des problèmes de santé, des soins réalisés et l'évaluation des résultats obtenus. Cela permet en particulier de développer l'utilisation des diagnostics infirmiers dans la pratique quotidienne et de mettre l'usager au centre du projet de soins en le considérant comme acteur de soins et en s'appuyant sur ses réactions à la maladie et sur ses réactions au déroulement de l'hospitalisation ou de la prise en soins. Un autre objectif, c'est d'assurer la continuité des soins et la cohérence entre les outils et les étapes utilisées pour élaborer le projet de soins. Cette garantie de continuité des soins et de cohérence entre les outils ainsi que la cohésion des interventions inscrit les transmissions ciblées dans une logique d'amélioration de la qualité des soins. Enfin, autre objectif, c'est de permettre la traçabilité et de répondre aux obligations légales, puisque l'on retrouve l'information donnée, reçue, les observations, les interventions et les résultats. Et dernier objectif, c'est d'élaborer le résumé de soins infirmiers, le RSI. Donc, en résumé, les transmissions ciblées répondent à la fois aux exigences professionnelles et légales en matière de personnalisation des soins, au sein du dossier individuel du patient et de traçabilité des actes de soins, mais aussi au confort des soignants, comme je le disais, en matière de gain de temps. Cette méthode, elle est conforme, comme je le disais tout à l'heure, au schéma du processus de soins, avec les données, les actions, les résultats. Et la logique d'amélioration de la qualité des soins s'appuie sur une organisation plus rationnelle du travail, la planification et donc la structuration des informations et des transmissions. Alors, quels sont les critères de conception? Donc, les transmissions ciblées dans un premier temps respectent la chronologie du temps. C'est essentiel que cet outil soit respectueux des normes chronologiques et ça a fait ses preuves dans de nombreux établissements. Je vous en montre un exemple ici, un exemple de transmission ciblée organisée sous une forme horizontale. Alors, attention, ce n'est pas l'exemple à suivre. Cet outil a permis de structurer les transmissions, mais l'expérience a montré que cette forme horizontale entraîne de nombreux blancs au niveau des colonnes, lorsque les résultats ne peuvent figurer immédiatement, par exemple. De plus, les soignants sont obligés de revenir en arrière sur des dates antérieures pour remplir la colonne par rapport à une cible ouverte. Donc, par ce système, la lisibilité des transmissions se détériore rapidement dans la lecture des données. Donc, ce modèle n'est pas le modèle à retenir. En revanche, la structure verticale est la disposition qui répond le mieux à une succession logique d'informations. Donc, ce modèle est celui donc à retenir et c'est celui que vous verrez généralement dans les dossiers de soins. Ces transmissions non seulement respectent la chronologie du temps, mais elles se font en temps réel et elles sont horodatées et de plus, elles identifient le soignant. C'est-à-dire qu'on doit retrouver la signature du soignant et sa qualification. Alors, si ce n'est la signature, les initiales, mais ça veut dire qu'en fait, il y a une liste des initiales des soignants du service qu'on doit retrouver à côté de la planification, par exemple. Il faut qu'on puisse identifier le soignant. Donc, deux soignants qui auraient la même initiale, et bien, par exemple, Nicole Dupont et Noémie Durand ont toutes les deux les mêmes initiales, ND. Donc, il y en a une qui adoptera ND et l'autre DN pour les différencier. Et ça doit être clairement listé avec le nom précisément
de ces soignants. Alors voyons maintenant les principes. Nous avons vu dans les objectifs que la méthode des transmissions ciblées permet de faire apparaître le processus de soins en structurant les informations par la mise en lien des problèmes de santé, des soins réalisés et l'évaluation des résultats obtenus, et d'assurer la continuité des soins. Alors en effet, par ces objectifs, les transmissions ciblées permettent une cohérence entre les outils et les étapes utilisées pour élaborer le projet de soins, c'est-à-dire le recueil de données initial, mais aussi quotidien, parce que le recueil de données ne s'arrête pas à celui qui est fait au départ, il est enrichi au quotidien. L'analyse des informations afin d'identifier les problèmes et les actions sur le dossier de soins, la planification des actions qui en découlent sur une planification murale ou informatisée, l'exécution des actions et l'enregistrement sur le diagramme de soins et la feuille de température, qui doivent être horodatées, signées, la transmission des informations, l'évaluation des résultats et le réajustement. Mais on doit aussi retrouver donc une cohésion dans les interventions de soins entre les différents acteurs. Donc ça se fait à travers la planification. Donc les transmissions ciblées reposent sur deux outils. Donc les observations écrites, c'est-à-dire ce qu'on appelle les transmissions ciblées proprement dites, qui sont donc indissociables du second outil qui est le diagramme de soins. Et ces transmissions ciblées s'énoncent sous la forme de cibles et DAR. Alors, DAR signifie cible en anglais, et DAR, c'est données, action, résultat. Alors, on retrouve aussi les macro-cibles. Donc, je vais revenir sur ces différentes notions. Voyons d'abord la cible. Alors, elle est l'énoncé de ce qui arrive à la personne, nommée par un professionnel de santé, qu'il s'agisse d'une aide-soignante, d'une infirmière, d'un kiné, de la diète, de l'ergo, d'une auxiliaire de puériculture, assistante sociale, etc. Elle est définie par un ou quelques mots-clés. Elle est précise et concise, centrée sur les préoccupations et les difficultés de la personne, sous forme de diagnostic infirmier ou autre cible. Sur ce point, il est utile de mettre l'accent sur la formulation des cibles. Les personnels de soins doivent être soigneux sur la formulation de leurs écrits. Une plus grande précision dans les écrits, un vocabulaire adapté aux situations rencontrées permet de gagner en crédibilité et en reconnaissance professionnelle. Donc, pour faciliter son énoncé, chaque équipe élabore une liste de cibles les plus fréquemment rencontrées dans son unité. Une recherche préalable des cibles prévalentes est faite auprès de chaque service de soins pour identifier les cibles les plus couramment rencontrées dans les unités de soins. Et ces cibles peuvent ensuite être listées et accessibles à tous les professionnels de soins lors de leur transmission. Elle est généralement donc affichée à côté de la planification murale lorsque l'unité dispose de cet outil, où les cibles peuvent être trouvées grâce à un onglet spécifique quand les transmissions sont informatisées, ce qui est le cas le plus fréquent actuellement. Donc, je disais, la cible peut être une préoccupation de la personne soignée, par exemple inquiétude, peut être aussi un comportement de la personne soignée, exemple repli sur soi ou désorientation. Un changement dans l'état du patient, c'est-à-dire que ça peut être un signe, un symptôme, exemple vomissement, diarrhée, nausée, œdème, dyspnée, hyperthermie. Ça peut être une réaction aux thérapeutiques ou aux soins, exemple douleur. La cible peut bien sûr être un diagnostic infirmier, exemple altération d'état cutané. La cible peut également être une donnée identifiée dans le diagramme de soins, exemple extravasation. Et elle peut être aussi un événement inhabituel ou inattendu ou significatif, exemple une chute ou un premier lever. Donc la cible est un énoncé de ce qui arrive à la personne observée par un professionnel de santé, et cet énoncé est très précis, attire l'attention sur ce qui se passe chez la personne soignée, donc que ce soit un problème, une difficulté, un événement positif ou négatif, et
c'est quelque chose qui ne peut pas être consigné sur le diagramme. Le diagramme des activités représente un tableau de bord du suivi de la personne soignée en permettant de consigner des activités de soins, du rôle propre ou du rôle sur prescription ou en collaboration. Et ce sont généralement des activités de soins systématiques, répétitives, requises par les usagers accueillis dans l'unité de soins. J'aurai l'occasion de vous reparler du diagramme de soins. La cible est donc un peu comme une sonnette d'alarme qui alerte le soignant sur un problème important pour le patient lorsqu'il lit les transmissions. Donc, attention, une cible n'est jamais un diagnostic médical. Ça n'est jamais non plus un acte de soin. Par exemple, on ne doit pas retrouver dans les cibles pansement ou pression artérielle. Et ça n'est pas non plus un besoin fondamental ou une fonction. Exemple, alimentation, respiration, élimination. Malheureusement, on le retrouve encore trop souvent. Noté comme cible, ça n'est pas une cible. Comme je l'ai déjà stipulé, la cible est centrée sur le patient, sur ce qui lui arrive, et non sur la maladie. C'est pour cela d'ailleurs que la cible ne peut être un diagnostic médical ou un acte de soin. Donc elle est précise, analytique, et la partie narrative est structurée en données, actions, résultats. Donc le fameux DAR, cible en anglais. Alors, exemple de cible, anxiété, vomissement, douleur, constipation, diarrhée, hyperthermie, atteinte à l'intégrité cutanée. Alors, les données. Les données, ce sont les signes qui justifient, qui valident la cible. C'est un ensemble de faits précis qui aident à comprendre la situation, c'est-à-dire c'est ce que j'observe, ce que la personne me dit, et parfois des données identifient les causes possibles. Ce sont des informations objectives ou subjectives qui décrivent le problème ou confirment l'exactitude du problème identifié ou du diagnostic infirmier. Alors, quelques exemples de transmission ciblée avec donc des cibles et des données. Par exemple, le 2 janvier à 15 h, on a une cible douleur. Donc, on a la cible et dans les données, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, par exemple, les céphalées intenses à 8 h, une photophobie avec une EVA à 8. Donc là, on a des données objectives et subjectives, puisque les céphalées, là, c'est le patient qui nous dit qu'il ressent des céphalées. La photophobie également. Et l'EVA, c'est une information objective. Et c'est signé, donc là, avec des initiales, LPIDE. Le 3 janvier à 9 h, on a une cible agitation. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver comme données? Bien, par exemple, cherche à passer sur les barrières de lit depuis 4 h ce matin, appelle, crie, arrache sa perfusion. Là, on a des informations objectives. Le 4 janvier, autre cible, nausée. Donc, dans les données, nous avons n'a rien pris au petit déjeuner, a la tête qui tourne, n'a pas faim ce midi, dit que c'est comme cela après chaque perfusion de chimio. Et là, on a donc une information objective, n'a rien pris au petit déjeuner, ça on peut le constater, c'est un fait, et des informations donc subjectives. Passons maintenant aux actions. Donc les actions sont les interventions soignantes qui relèvent du rôle propre, du rôle en collaboration et du rôle sur prescription en lien avec l'analyse de données. Elle précise les soins réalisés ou à réaliser, alors qu'il s'agisse de soins techniques, relationnels ou éducatifs. On peut dire que ce sont les soins infirmiers immédiats ou futurs en fonction des données recueillies et qui correspondent aux objectifs du patient, ainsi qu'aux interventions infirmières décidées dans le projet de soins. Les résultats maintenant, alors les résultats, eux, permettent d'évaluer le changement dans l'état de santé de la personne. Alors ça va être le résultat de soins effectués, ça va être les effets des thérapeutiques, ça peut être des données chiffrées, ça peut être des réactions de la personne aux soins, qu'elles soient exprimées ou non, et qu'elles soient d'ordre psychologique ou physique.
On va reprendre donc un exemple. On va reprendre la cible douleur que nous avions tout à l'heure avec les données céphalée intense à 8 heures, photophobie et EVA 8. Et dans les actions, on va avoir perfalgan posé, hein, avec donc l'heure. Et ensuite, dans les résultats, à 17 heures, donc il y a un décalage et c'est normal. Dans les résultats, nous avons dit être soulagé et son EVA est passé de 8 à 2. Et plus souriant ce soir. Là encore, dans les résultats, on a de l'information objective avec l'EVA, l'aspect souriant, et le subjectif avec dit être soulagé. Donc, comme vous avez pu le constater, les résultats peuvent apparaître immédiatement ou à distance des soins. Et si une autre cible est apparue avant le résultat attendu, il convient donc de réécrire la cible. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus clair. Nous avons ici donc des transmissions dans le dossier d'une personne. Donc le 1er janvier à 15 h, on a une hyperthermie, donc avec la donnée, température à 39, frisson. Les actions qui s'en suivent, médecin prévenu, a eu 3 émoques et un traitement antipyrétique. Ensuite, à 18 h, nous avons le résultat. La température donc est à 38,8. Donc de nouveau, on a une action avec une vessie de glace posée, une antibiothérapie démarrée sur la prescription médicale. Et à 21 h, le résultat, la température à 37,4. Jusque-là, pas de problème, hein, on a toujours la même cible avec un ordre logique donné action-résultat à chaque fois. Le 2 janvier, à 8 h, on a une éruption cutanée, ça c'est la cible. Donc dans les données, on a une éruption de plaques rouges sur tout le corps après l'injection d'antibiotiques. Donc dans les actions, on a le médecin prévenu immédiatement, le traitement anti-allergique démarré et l'antibiotique changé car allergie. Et à la même heure, on a aussi constaté donc, une constipation. Donc, on a la cible constipation avec les données relatives, comme l'absence de sel depuis 3 jours et les douleurs abdominales avec météorisme. Et l'action en regard, donc vue par le médecin, mise sous laxatif selon PM et faire boire. Et à 15 h, on a un résultat, mais un résultat qui concerne l'éruption cutanée. En effet, à 15 h, lorsque l'infirmière va voir le patient, eh bien, elle constate qu'il y a une diminution nette des plaques rouges. Donc là, on voit qu'il y a une cible qui s'est intercalée entre les données et l'action concernant l'éruption cutanée et le résultat. Donc quand une cible s'intercale, eh bien, on doit ensuite, pour le résultat qui concerne une cible qui a été citée plus haut, on doit reciter de nouveau la cible. J'espère avoir été clair. Alors parlons maintenant de macro-cibles. Alors la macro-cible, elle présente la personne de façon organisée et synthétique, à une étape précise de sa prise en charge. Et les plus utilisées sont les macro-cibles admission ou accueil, hein, et sortie, ou encore le retour de bloc en chir par exemple. Donc cette macro-cible, elle permet d'assurer un relais rapide et pertinent entre la personne et ou son entourage et l'équipe. Et dans le cas de la macro-cible, le DAR n'est pas utile. Elle apparaît donc sous une forme linéaire, un petit peu narrative. Néanmoins, son contenu doit être clair. Donc elle est quand même organisée d'une certaine manière. Comme je viens de le dire, les macro-cibles accueil et sortie sont retrouvées dans tous les dossiers de patients. Elles doivent être retrouvées dans tous les dossiers de patients. Alors, si c'est particulièrement vrai de la macro-cible admission, on a parfois un petit peu de mal à retrouver la cible sortie. Bon. Néanmoins, on doit les retrouver toutes les deux, et elles sont une présentation synthétique de la personne à l'arrivée et à la sortie. Et elles vont ouvrir et clore le dossier de soins. Donc, il y a aussi d'autres événements significatifs qui font l'objet d'une macro-cible. J'en ai cité un tout à l'heure, qui est par exemple le retour de bloc, mais on peut avoir par exemple la sortie de soins intensifs, ça peut être le transfert d'unité, le retour à domicile ou le retour en institution, etc. Hein. Alors, je vais vous parler maintenant particulièrement de la macro-cible admission, parce que c'est pour celle-ci qu'on a une structure bien particulière, une méthodologie, hein, qui est la méthodologie MTVED. Alors, selon les établissements, les lettres peuvent être dans un autre sens. Hein. On doit retrouver ces items, même s'ils ne sont pas dans cet ordre-là. L'essentiel, c'est qu'on retrouve
la maladie, c'est-à-dire le M, donc c'est-à-dire les modalités d'entrée, par exemple en urgence, rentrée programmée, les symptômes, le diagnostic médical et les antécédents. Ensuite, on doit retrouver aussi la thérapeutique, ça c'est le T, c'est-à-dire les traitements antérieurs, le traitement en cours ou prévu, la notion d'autonomie par rapport à la prise du traitement, les notions d'allergie. Ensuite, on doit retrouver le vécu, c'est-à-dire ça c'est le V, c'est-à-dire ce que le malade dit ou fait, ce qui est son ressenti par rapport à l'hospitalisation ou à la prise en soin, hein, par exemple notion de douleur, notion d'angoisse, et le degré de connaissance qu'il a de sa maladie. Ensuite, on a l'environnement, c'est-à-dire le E, donc là il s'agit d'évoquer donc l'habitat, la famille. Est-ce qu'il a des aides à domicile? Est-ce qu'il y a des aménagements particuliers à la maison? Quel est sa vie sociale? Est-ce qu'il y a une protection juridique? Quel est le projet de sortie? Parce que généralement, c'est quelque chose qu'il faut envisager dès l'arrivée, hein, surtout à MCO. Et ensuite, nous avons le développement, ça c'est le D. Donc dans développement, qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, on va y retrouver ce qui est bilan de l'autonomie par rapport aux actes de la vie quotidienne, les besoins perturbés à l'entrée, les notions de handicap, les notions de projet personnel. Alors, exemple de macro-cible, admission ou macro-cible accueil, hein, peu importe, les deux mots sont acceptés. Donc, exemple, là, nous avons donc un patient de 38 ans, sans antécédent, hospitalisé pour fracture du poignet gauche suite à la chute d'un escabeau. Il a une attelle plâtrée postérieure, a reçu des antalgiques aux urgences, il est perfusé, son bilan a été fait, il est à jeun depuis 8 heures. Donc ça, c'est le M de maladie. Ensuite, nous avons ne suit pas de traitement actuellement. Ça correspond au T thérapeutique. V, monsieur X n'est pas algique à son arrivée, donc ça fait partie donc du vécu. Accompagné de sa femme, donc on a une petite information sur l'environnement. Et ensuite, habituellement autonome, ce jour dépendance partielle pour les soins d'hygiène et l'alimentation. Et ça correspond au D de développement. Donc les cibles, les macro-cibles admission peuvent être beaucoup plus longues, hein, bien sûr. Cela, ça dépendra du type de patient que l'on accueille. Alors, quelques exemples de nos macro-cibles. Par exemple, on a les macro-cibles préopératoires, avec par exemple la notion de patient prémédiqué, de prothèse dentaire, bijoux enlevés. Autre macro-cible, c'est le post-opératoire, avec la notion de patient bien réveillé, non-algique, perfusé avec, un Renault aspiratif qui donne tant, une sonde vésicale de Foley avec tant d'urine, des antalgiques en salle de réveil. Et puis, donc, la macro-cible sortie, donc là, il est généralement question de type d'ordonnances qui ont été remises et des rendez-vous de consultation qui sont prévus et le mode de transport et s'il est accompagné, par exemple. Macro-cible intermédiaire qui constitue une synthèse dans l'état de santé du patient qui amène un réajustement des actions ou une modification du projet de soins en cours de prise en soin. Alors, quelles sont les perspectives offertes par les transmissions ciblées? J'ai évoqué tout à l'heure dans les objectifs le résumé de soins infirmiers ou RSI. Alors, ce RSI, c'est un document synthétique qui permet de visualiser sous une forme standardisée les informations clés relatives à la prestation auprès d'un patient. Bref, c'est une synthèse du séjour du patient. Cette synthèse du séjour patient, elle comprend des éléments administratifs et démographiques qui sont identiques à ceux du résumé standardisé de sortie médicale. C'est-à-dire qu'on va retrouver l'année de naissance, le numéro d'identification de l'unité fonctionnelle, la date d'entrée, le mode d'entrée, la date de sortie. On va retrouver aussi les principaux diagnostics infirmiers du séjour, qui sont donc complémentaires du diagnostic médical, c'est-à-dire que ce sont les problèmes de santé prépondérants. On va retrouver aussi les interventions de soins, les CIPS, c'est-à-dire la charge en soins, et les résultats des actions de soins, donc par exemple des diagnostics infirmiers résolus, ou partiellement ou non résolus d'ailleurs, et les événements indésirables. Et il peut également intégrer les modalités de suivi du patient. Donc lorsque le RSI est formalisé et complet, la fiche de liaison n'a pas besoin d'être établie. Cela permet d'avoir sur un unique document toutes les informations relatives au séjour du patient et d'assurer la continuité des soins lors de sa sortie. Alors, quel est le lien entre les transmissions ciblées et le résumé de soins infirmiers? Alors d'abord, on a le dossier ciblé. Donc, le dossier ciblé, lui, il concrétise le processus de soins, hein, la démarche diagnostique, thérapeutique et l'évaluation. Il sert d'aide
à la cotation de la charge en soins, c'est-à-dire les CIPS, et il est une façon de traduire la pratique soignante. Le RSI, lui, est une façon de concrétiser et de reconnaître la valeur ajoutée soignante dans le PMSI. Alors, le PMSI, c'est le programme de médicalisation des systèmes d'information. C'est-à-dire que c'est une description synthétique, standardisée de l'activité médicale des établissements de santé. Donc, pour chaque séjour d'un patient hospitalisé, il est réalisé un résumé de sortie standardisé, le RSS, et ce RSS est réalisé le plus tôt possible après la sortie du patient. Donc, il contient bien sûr obligatoirement un diagnostic principal, qui est le problème de santé qui a motivé l'admission du patient dans l'unité médicale ou qui est déterminé à la sortie de l'unité médicale. La mise en place du PMSI a permis de générer la première base de données permanente et médicalisée au niveau national. Il a une vocation donc d'outil d'allocation budgétaire, mais il est utile à de nombreuses autres fins. Il permet de disposer de données sur les types et les volumes des pathologies hospitalisées. C'est aussi une base de données donc médicalisées qui peuvent servir de support à la mise en place de tableaux de bord stratégiques afin d'avoir un outil d'aide aux décisions stratégiques pour les directions. Et enfin, il permet de disposer du coût réel des hospitalisations en France, données essentielles aux études économiques. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui nous fâche un petit peu, nous les soignants, mais c'est un outil dont on a vraiment besoin. Donc il faut être très précis. Alors, en tant qu'infirmier, on n'est pas concerné effectivement par les résumés de sortie standardisés, mais par contre, on est très concerné donc par les résumés de soins infirmiers. Et c'est pour ça qu'il faut aussi mettre en évidence tout ce qui a été fait auprès du patient, que ce soit les soins de base, que ce soit les soins techniques, les soins relationnels et éducatifs. Donc à travers tous les outils qui sont à notre disposition dans le dossier de soins. La gestion prévisionnelle des soins, alors, qu'on appelle souvent GPS. Cette gestion prévisionnelle des soins trouve son origine dans le case management aux États-Unis, qu'on appelle gestion de cas au Canada. Donc il s'agit d'une méthode de distribution des soins qui conjugue le processus clinique et le processus de gestion dans une approche interdisciplinaire, et cela centré sur un groupe de patients. Ça veut dire qu'on parlera de gestion prévisionnelle des soins, par exemple, sur un groupe de patients qui entrent, par exemple, pour la prise en charge d'un infarctus du myocarde. Il y a de fortes chances que ce même groupe de patients ait les mêmes problématiques. Donc ça permet effectivement de prévoir les soins les plus courants pour ce groupe de patients. Bien sûr, chaque patient aura une réponse individuelle aux soins, mais néanmoins, il y a un parcours de soins qui est prévisible. Donc, le processus clinique, eh bien, c'est l'identification des besoins du patient, les résultats escomptés et la planification et l'évaluation des interventions. Et le processus de gestion, là, eh bien, il va s'agir donc de la planification, de direction, de coordination et de contrôle des soins. Et ces deux processus clinique et processus de gestion, se font dans une approche donc interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'il est question de collaboration professionnelle, même interdisciplinaire. On peut retrouver aussi la notion de contrat de soins. Et donc, centré sur un groupe de patients, je me réfère donc à l'exemple que je vous ai donné, un groupe de patients qui a des caractéristiques communes et des problématiques de soins prépondérantes dans l'unité de soins, comme par exemple l'infarctus du myocarde en soins intensifs de cardiologie. La gestion prévisionnelle des soins a pour objectif une recherche d'efficacité dans la prise en charge des patients pour, bien entendu, des résultats optimaux, mais aussi un contrôle des coûts et une utilisation judicieuse des ressources. Donc, cette gestion prévisionnelle des soins offre aussi une ouverture sur une gestion des patients en amont et en aval de l'hospitalisation, c'est-à-dire qu'il y a un fort lien avec les réseaux de soins. Alors, parmi les outils de la GPS, il y a le chemin clinique. Alors, qu'est-ce que le chemin clinique? C'est un plan clinique prévisionnel, interdisciplinaire, qui présente le parcours type du patient à travers des soins dits optimaux
pour un groupe homogène de malades. Donc ça veut dire qu'on va avoir un plan d'intervention clé par rapport aux problèmes de santé identifiés sur une durée de séjour déterminée, avec des résultats intermédiaires et des résultats finaux. C'est-à-dire que ce chemin clinique eh bien, va intégrer l'ensemble des soins pré, per et post-hospitalisation. Il sert notamment à organiser et planifier au jour le jour les différentes activités. Et il peut bien sûr être utilisé par l'équipe comme référentiel pour organiser les soins et comme outil de transmission du suivi du patient. Autre outil de la GPS, c'est la grille des écarts. C'est-à-dire que c'est une grille qui sert à étudier les écarts entre les résultats attendus et ceux qui ont été réellement obtenus et pourquoi, hein, leur cause. Autre outil encore de la GPS, c'est la réunion interdisciplinaire. Alors, petit exemple de gestion prévisionnelle des soins. Là, je vous montre le cas donc d'un schéma clinique pour une résection transutérale de prostate. Donc, on sait que lorsqu'il s'agit d'une RTUP, eh bien, il y a un parcours tout tracé. Ça commence bien entendu par ce qui se passe en consultation avec les examens biologiques notamment et radiologiques, mais aussi les traitements mis en place ou au contraire à arrêter. Une évaluation par exemple sociale pour organiser le séjour et également parfois il faut penser déjà à organiser l'éducation du patient. Ensuite, il y a, puisqu'il s'agit d'une RTUP, il y a le bloc qui correspond à J0, donc on retrouve les mêmes types de choses, examen biologique ou radiologique, les activités, bon, par exemple l'anesthésie. On sait que de manière standardisée, il y a un repos au lit ensuite de 6 à 8 heures, que parmi les traitements, eh bien, il y a la mise en place de bas de contention, il y a la sonde urinaire avec la compression, il y a l'irrigation vésicale, il y a les perfs. Ensuite, dans les médicaments, il y a des antispasmodiques, des antibiotiques et des antalgiques. Et que pour l'alimentation, en préopératoire, au départ, c'est à jeun, rien en péropératoire, et ensuite une alimentation normale en post-op avec des apports liquidiens de 2 litres par jour, etc. Et on a effectivement les différents types d'activités jour par jour. Alors ce sont des types d'activités qui sont standardisés, qui sont applicables à tous les patients. Mais il est bien évident que chaque patient va avoir une réponse individuelle. Par exemple, à J1, on doit diminuer la compression au niveau de la sonde. Pour certains patients, on ne pourra peut-être pas la lever à J1, ce sera peut-être à J2. La même chose pour l'enlever. Ça pourra se passer à J3, mais ça pourra être aussi à J4, parce que certains patients ne rentrent pas forcément dans ces cases-là. C'est vrai que ce type de chemin clinique, c'est celui qui est généralement le plus fréquent pour les patients qui rentrent pour une RTUP. Ensuite, dans la gestion prévisionnelle des soins, il y a ce qu'on appelle un plan de bonne pratique de soins. C'est-à-dire qu'elle permet le suivi d'un patient dans le système de santé à travers une philosophie de réseau. Elle permet, par l'analyse des écarts, de mettre en évidence des problèmes, qu'ils soient structurels ou organisationnels, qui vont être à surmonter pour favoriser le décloisonnement dans la structure de soins, et que ce type de gestion des soins améliore la communication et l'organisation, parce que ça amène à se questionner sur les pratiques dans les unités de soins. Pour réaliser un chemin clinique, par exemple, pour une résection transurétérale de prostate, il a fallu effectivement réfléchir à un parcours normalisé d'un patient, et que pour la majeure partie des soignants, eh bien, ça se passe à la consultation, on a telle et telle chose à faire, à J0 au bloc, c'est telle et telle chose, à J1, c'est ceci, à J2, J3, etc. Ensuite, on obtient l'objectif quand même prioritaire, c'est la meilleure qualité de soins pour les patients. Alors, je vous mets une bibliographie
qui pourra vous en dire plus. Mais surtout, dans une prochaine vidéo, nous verrons quelques exercices de transmission ciblée pour rendre les choses encore plus claires. Donc je vous dis à très bientôt.